C'est vraiment incroyable Halloween. Je veux dire l'idée de cette fête. Les gens ont besoin de se faire peur, d'être effrayés ou terrifiés. J'en faisais partie, jusqu'à cet Halloween il y a 3 ans. En grandissant, je recherchais tout ce qui pouvait m'effrayer. La sensation d'avoir peur m'intriguait, cette montée de frissons jusque dans la tête, le bruit du battement de cœur dans mes oreilles. Ma famille semblait aimer vivre dans des endroits différents, maintenant que j'y repense. D'une ville à l'autre, d'un département à l'autre. Je ne sais toujours pas pourquoi nous le faisions. Je suppose que mes parents n'aimaient pas rester trop longtemps au même endroit. Ils étaient des esprits libres. Du moins je le pensais. Halloween était un moment bizarre pour nous. Mon père était comme moi. Il aimait se faire peur, encore plus que moi. Ma mère était l'une des personnes les plus heureuses que j'ai jamais connues. Elle était si gentille et douce. Mais en ce jour, tous les ans, elle se transformait en cette femme paranoïaque, pâle en couleur et limite dépressive. Elle avait l'air effrayée, regardant constamment par-dessus son épaule, comme si quelqu'un la suivait. Ma mère me manque quand j'y pense. J'ai l'impression que ça fait une éternité depuis cette nuit fatidique. Tout a commencé comme la plupart des Halloween, mon père m'informant de toutes les maisons hantées que nous allions visiter, et ma mère était pâle comme d'habitude. Mais au fur et à mesure que la journée commençait, ma mère a commencé à avoir l'air de plus en plus mal, comme si la vie la quittait. Ses pommettes étaient enfoncées comme celles d'une victime de l'Holocauste, comme si son squelette essayait de se libérer de la peau qui le retenait. Je n'y ai pas trop porté attention. C'était ma première erreur. Lorsque mon père et moi sommes sortis dehors, j'ai senti le vent me piquer les joues et les rendre toutes rouges. Alors que nous marchions vers la voiture, j'ai vu mon père tomber à genoux. J'ai rapidement couru à ses côtés. Son visage était comme celui de ma mère, pâle et osseux. Il se tenait la poitrine et regardait autour de lui en tournant violemment la tête. Je lui ai demandé s'il allait bien. Cela a semblé le ramener à la normale. Il s'est empressé de répondre qu'il allait bien et que nous devions partir pour éviter la foule. Je regrette que nous sommes allés à cette maudite maison hantée. En conduisant, le visage de mon père a retrouvé ses couleurs. Mais il avait toujours l'air effrayé. J'ai demandé ce qui s'était passé. Il a juste répondu qu'il avait des brûlures d'estomac. Moi, encore une fois, j'étais insouciant et j'ai pris ça à la légère. Lorsque nous avons quitté la route principale pour prendre une route secondaire, qui je suppose devait nous conduire à la maison hantée, j'ai senti un frisson soudain m'envahir. Nous étions sur la route depuis à peine 5 minutes quand j'ai vu des phares. C'était un camion 38 tonnes qui venait alimenter le supermarché local. À ce moment-là, beaucoup de choses se sont produites en même temps. Quelque chose ou quelqu'un est passé devant le camion a fait une embardée sur notre voie, mon père a tourné le volant violemment, mais nous avons quand même percuté le camion, et la voiture est tombée dans le fossé en faisant plusieurs tonneaux. La douleur, c'est tout ce qui m'est venu à l'esprit après cet accident, et le grondement d'une explosion, de ce que je suppose être le camion qui a failli nous tuer. Ma jambe était coincée sous le tableau de bord enfoncé. J'ai pu la sortir, mais cela n'a fait qu'intensifier la douleur. J'ai supposé que j'avais une jambe cassée, ou au moins une fracture importante. J'ai observé autour de moi. La voiture était écrasée contre un arbre. L'avant était pratiquement inexistant. De la fumée s'élevait en cascade au loin, avec la faible lueur de ce qui était probablement le camion en feu. Au milieu de ce chaos, mon père n'était nulle part. En me traînant hors de la voiture, j'ai remarqué quelque chose. Je ne pouvais pas voir la route. Elle n'était pas là. Je veux dire que c'était comme si la route n'avait jamais existé en premier lieu. Je ne me souviens même pas de la façon dont j'ai raisonné dans ma tête. Mais encore une fois, comme je l'ai fait pour tout, j'ai fait abstraction de tout ça. En boitillant jusqu'au côté conducteur, j'ai vu que la porte avait été arrachée et projetée à au moins 15 mètres de la voiture. Je voyais à présent un passage délimité dans les herbes par du sang et des morceaux de vêtements déchirés. Quelqu'un avait-il traîné mon père pour le secourir? Je me souviens avoir pensé cela. C'était la seule chose logique. À moins qu'il ne se soit traîné lui-même. Mais pourquoi aurait-il fait cela? J'ai suivi la piste pendant un long moment, la perdant presque plusieurs fois, comme s'il avait essayé de marcher à un moment donné, mais avait abandonné. Puis les bois ont laissé place à une plaine.
Devant moi se trouvait un cimetière, mais il y avait quelque chose dans ce cimetière qui était différent de tout ce que j'avais déjà vu. J'ai senti un grondement sous mes pieds, comme si les morts résistaient à l'emprise de leur prison terrestre. Les pierres tombales n'avaient pas de nom, mais étaient entourées de chaînes. Au milieu se tenait une silhouette, vêtue de noir, à côté de laquelle gisait mon père. Je l'ai alors appelé, il a tourné sa tête vers moi. Ce que j'ai vu, je ne peux pas le décrire, car son apparence n'est pas restée la même longtemps. Il est devenu un squelette, puis a pris l'apparence de mes amis, puis mes parents, et enfin une bête démoniaque. Puis il a parlé, sa voix était inhumaine. Elle m'a donné un sentiment que je ne peux décrire que comme du désespoir. Il m'a dit que mes parents avaient commis de grands crimes. Lorsque je lui ai demandé ce que mon père avait fait, il m'a répondu qu'il avait conclu un pacte, qu'il avait aidé à tromper la mort, et qu'il la fuyait depuis lors. Je suis resté là, à me demander si c'était un rêve ou non. J'ai entendu un cri d'angoisse sortir de la bouche de mon père, puis le silence total. Mon père n'était plus là. La silhouette sombre s'est enfoncée dans le sol, et avec elle ma santé mentale et ma conscience. Les ténèbres m'ont envahi. Je me suis réveillé sur le trottoir à côté de ma maison. Ma mère était partie, la maison avait été vidée, et personne ne se souvient de moi ou de mes parents. Maintenant je suis ici dans cet hôpital, avec la seule personne au monde que j'aime, ma chère femme, Rose. Quelqu'un frappa à la porte. Le docteur se tenait là, dans sa veste blanche fraîchement nettoyée et parfaitement repassée. Tom, je sais que ces derniers temps ont été durs pour Rose et vous, et au cours de ces dernières années, j'ai l'impression que nous sommes devenus amis. Alors c'est avec une grande tristesse que je vous apporte cette nouvelle. Il semble que le cancer de Rose soit en phase terminale. Ce mot « terminal » a résonné dans mon esprit comme le bruit d'un verre qui se brise. « Je comprends », ai-je répondu. « Je comprends que c'est difficile. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions. Je vous laisse pour en discuter tous les deux. » Je suis retourné dans la chambre, marchant vers son lit, quand j'ai entendu de nouveau quelqu'un frapper à la porte. J'ai fait demi-tour et je l'ai ouverte. J'ai vu un homme de taille moyenne, un costume gris à rayures et un fedora noir. Ses yeux étaient d'un bleu glacial. Il m'a regardé dans les yeux avec un regard perçant et a dit « Marché conclu ?» Quand j'étais enfant, mon moment préféré d'Halloween était la sculpture de citrouille. Au début, mon frère et moi regardions notre père le faire, car nous étions trop jeunes pour jouer avec des couteaux, mais en grandissant, nous avons été autorisés à faire les nôtres. J'étais bien meilleur que mon frère, mais ça ne semblait pas le déranger. Il ne s'intéressait pas autant que moi à l'aspect artistique de la chose. J'aimais tellement ça que notre père m'amenait tous les 2 jours dans les champs de citrouilles pour que je puisse continuer à créer mes chefs-d'œuvre. Tout le monde aimait mes citrouilles. Les voisins disaient toujours à quel point j'avais du talent pour créer des visages aussi expressifs. Mon père a commencé à m'appeler mon petit sculpteur. J'ai même commencé à sculpter des citrouilles pour les gens du quartier. Très vite, tout le monde avait une de mes fameuses citrouilles sur son perron. Je me souviens que mon père s'est vanté auprès d'un des voisins que je pouvais probablement sculpter une citrouille dans mon sommeil. L'Halloween qui a suivi mes 12 ans, j'ai reçu beaucoup plus de bonbons que toutes les années précédentes. Les gens m'ont donné plus en remerciement pour mes citrouilles. J'en avais tellement que j'en ai donné à mon frère, ce que je ne ferais pas normalement. Il m'a fait un gros câlin et m'a dit qu'il m'aimait. Alors je lui ai donné une gifle et je l'ai traité d'idiot. Nous avons mangé tellement de bonbons que nous sommes allés nous coucher avec des maux d'estomac. Cette nuit-là, j'ai rêvé que j'allais au champ de citrouilles tout seul. Il faisait nuit, et tout ce que je pouvais voir dans toutes les directions, c'était des citrouilles de toutes formes et de toutes tailles. J'ai parcouru les rangées à la recherche de la citrouille parfaite. Et une voix derrière moi a dit « Choisissez-moi !» Alors je me suis retourné pour voir une énorme et magnifique citrouille. Elle était presque aussi grosse que moi, et semblait mûre pour la sculpture. Un couteau est apparu dans ma main et je me suis mis au travail, tranchant au gré de l'inspiration. Quand j'eus fini, c'était la plus belle création de ma jeune vie. Débordant de fierté, j'ai pris du recul et admiré ma réalisation avec un sourire satisfait. Le lendemain matin, on a emmené d'urgence mon frère à l'hôpital. Mais il était trop tard. Mon nom est Steven Biziowski. Je travaillais au laboratoire national de Brookhaven à Hoopton,
New York. Je gérais l'acquisition de données pour S-News, le système d'alerte des supernovas. Non pas que ça ait de l'importance maintenant. Je ne suis pas physicien, mais j'ai compris ce que cela signifiait. Ce système de détection de neutrinos dans le monde entier alimentait le réseau en données. De cette façon, les astronomes pouvaient se préparer en amont en cas d'événements rares. Je suis un octambule incurable. Personne au travail ne voulait programmer une réunion avec moi avant 11 heures, mais une fois que je commençais, je restais jusqu'à ce que le travail soit terminé. Il était 19h30 le 31 octobre. Pour moi, c'était juste un autre mardi soir ordinaire, mais pour des milliers d'enfants affamés de bonbons, c'était Halloween. Je n'ai jamais aimé les foules ni les fêtes. Rédiger une proposition d'extension du rack de stockage des données semblait plus amusant que la fête d'Halloween du campus. Alors que je prenais une gorgée de ma bouteille, une fenêtre de messagerie instantanée s'est ouverte avec une discussion de groupe. Quelqu'un de chaque site de mesure était dans le chat. Toutes les équipes de recherche savent qui je suis et que je travaille tard. Mais c'était la première fois qu'elle me faisait participer à une discussion d'urgence mondiale comme celle-ci. Shihiro Ojino, du détecteur Super Kamiokande situé sous le mont Ikeno au Japon, a envoyé le message suivant. « Steve, merci de confirmer que l'alerte aux neutrinos n'est pas fausse. Quelque chose a-t-il changé dans le réseau? Nos relevés n'ont aucun sens. » J'ai répondu. « Shihiro, la dernière maintenance a eu lieu il y a quelques jours. Personne n'a signalé d'anomalie. Toute la connectivité est saine. Qu'est-ce qui ne va pas? » Je savais qu'une alerte signifiait que plus d'une station avait détecté un neutrino dans les 10 secondes. C'était un événement incroyablement improbable. J'ai regardé des flux de données. Tous les sites avaient des données hors normes. J'ai regardé à nouveau. C'était impossible. À moins qu'une étoile très proche est sur le point d'exploser en nova. Doug de Halo au Canada m'a envoyé un message. Ne me dis pas que c'est une farce d'Halloween. Cela me paraît improbable. Les observations arrivent cryptées sur le VPN. De plus, le Dr Han virerait l'employé farceur sur le champ et appellerait ensuite le FBI pour le poursuivre. Les messages de chat s'accéléraient à présent. Un message de Piero du Large Volume Detector en Italie attira mon attention. La première ligne était « Bételgeuse ». Bételgeuse est une étoile géante rouge dans la constellation d'Orion. Tout le monde s'accordait à dire que Bételgeuse semblait prête à devenir une supernova. Chers confrères, j'ai été au téléphone avec l'Observatoire d'Arcetri et le télescope VLT au Chili. Les deux installations ont confirmé que Bételgeuse est devenue asymétrique. Ils ont observé la formation d'une enveloppe de gaz dense. Son noyau pourrait s'effondrer à tout moment. Malheureusement, ils n'ont trouvé aucun signe de décalage Doppler des émissions de gaz ou de l'enveloppe. Tout indique que l'axe de Bételgeuse est orienté vers nous. Il est temps pour tout le monde de commencer à prier. Ce n'était pas un message de panique de la part d'un ignorant. C'était la logique conclusion d'un expert. La Terre se trouvait dans la ligne de mire de l'un des phénomènes les plus puissants et les plus dangereux de l'univers, le sursaut gamma d'une supernova. J'ai pensé à prévenir quelqu'un, mais qui? Personne ne m'écouterait. J'ai pris mes cigarettes et j'ai descendu les escaliers jusqu'au sous-sol. J'ai rampé sous un gros condensateur d'air conditionné. C'était exigu et sale, mais avec des tonnes de métal et d'eau de refroidissement autour de moi, je me suis dit que j'avais toutes mes chances. En me blottissant sous les conduits, j'ai vérifié ma montre et fait quelques calculs mentaux. Si l'explosion décape l'atmosphère de la Terre, tout ce qui se trouve entre la Californie et l'Inde sera irradié. La moitié de l'humanité mourrait. J'ai essayé de ne pas ouvrir le paquet. Mes mains ont allumé une cigarette quand même. Après quelques cigarettes, une lampe de poche m'a éclairé les yeux. « Tu fumes des clopes dans des appareils de traitement de l'air » a dit Bob de la maintenance. J'ai levé les yeux vers lui. Il s'était habillé comme un ange rose, avec des ailes en taffetas. « Tu te caches là-dessous pour que personne ne sache que t'as repris la cigarette ?»« Pas exactement. Ça pue tellement que j'ai senti tes mégots du bout du couloir. Fume dehors. La fête près des synchrotrons est géniale. Tout le monde boit des bières et profite des lumières. C'est le spectacle du siècle. » Il a montré la fenêtre avant de s'en approcher. « Regardez ça, le ciel entier brille maintenant. » J'ai tourné la tête et j'ai vu un gigantesque nuage de lumière nuagé de jaune, violet, rouge et de bleu. « Éloignez-vous de là !» j'ai crié. « C'est un sursaut gamma. » Tout s'est transformé en discothèque. « Ce sont des rayons gamma, ça peut vous tuer. »« Ça ne peut pas être des rayons gamma, ce n'est pas vert. »
Les auréales boréales ne peuvent pas nous tuer. J'ai abandonné frustré. La seule personne que j'essayais de sauver ne voulait rien entendre. Il faut dire que la connaissance de Bob sur les rayons gamma venait du docteur Bruce Banner dans l'incroyable Hulk. Juste après son départ, le courant est tombé. Je n'étais pas surpris que PSG Long Island soit en panne. Même une petite éruption solaire a surchargé les transformateurs au Québec dans les années 1980. Cependant, le centre informatique avait un énorme générateur diesel de secours. Il aurait dû se mettre en route quand le réseau a été coupé. J'étais seul dans la faible lumière de secours. J'ai fumé la moitié du paquet avant que le spectacle dehors ne s'arrête. Ma montre fonctionnait encore quand je me suis levé le matin. Le petit ordinateur à l'intérieur n'avait pas grillé, c'était très bon signe. Peut-être que mon ADN n'était pas grillé non plus. La Terre avait-elle une couche d'ozone ? J'ai regardé par la fenêtre du quai de chargement et j'ai vu une lumière étrange, aveuglante, plus brillante que la vallée de la mort en été. L'électricité était toujours coupée, il n'y avait personne d'autre dans le bâtiment. Tout était froid et bien trop calme. J'ai trouvé la tenue de soudure de Bob et j'ai cherché des vêtements de pluie. Je me suis couvert entièrement sans laisser le moindre centimètre exposé avant de sortir. La mort était partout. Les arbres avaient brûlé, des oiseaux, des insectes et des gens jonchés sur l'herbe morte. Les rayons gamma ont surchargé leur système nerveux et ont provoqué un arrêt cardiaque. Pour les personnes mourantes, c'était encore pire. Nous devions être au milieu d'un trou d'ozone géant car je regardais leur peau se consumer. Quelques-uns m'ont supplié de les aider, plusieurs étaient mes collègues. J'ai crié et je suis parti en titubant. Ils étaient déjà morts, mais ils ne le savaient pas. En me retirant vers le centre informatique, j'ai jeté un œil au carnage. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais devenir.